Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui Peter Sleskin, directeur du programme Russie au Stimson Center, pour discuter de certaines des importantes responsabilités que les États-Unis, la Russie et la Chine assument en tant que trois grandes puissances mondiales afin de garantir la stabilité et la paix. Alors, bienvenue dans l'émission. Wells m'avoir invité. Vous avez récemment publié un article dans le prestigieux magazine Foreign Affairs. Le titre en était « Le vice fatal de l'Alliance transatlantique », dans lequel vous soutenez que le partenariat de sécurité transatlantique entre les États-Unis et l'Europe a, dans une large mesure, dépassé son objectif initial et nécessite des ajustements. Et en effet, dans l'environnement sécuritaire actuel, il peut même nuire à la sécurité des États-Unis. J'aimerais que vous développiez votre argumentation, car Washington semble mettre en œuvre ses idées en cherchant à se détourner de l'Europe. Cependant, si je vous comprends bien, vous pensez que des ajustements progressifs ne suffiront pas. Alors, quelles sont les prémices erronées de l'Alliance transatlantique? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais simplement remercier ma co-autrice, Jennifer Cavanaugh, qui a écrit l'article avec moi, et préciser que je ne parle qu'en mon nom propre, en expliquant l'argument de l'article. Oui, je suppose qu'on pourrait penser que je prêche des convaincus, compte tenu des politiques de Washington et des préférences de Trump. Mais en réalité, je pense que ma compréhension de la relation transatlantique est bien plus radicale. Il y a pas mal de gens dans ce qu'on appelle le camp du réalisme de retenue, et j'aimerais préciser que je suis historien, pas réaliste. Je n'en fais pas vraiment partie, mais idéologiquement, je m'inscris un peu dans cette catégorie. Ainsi, beaucoup de personnes dans ce groupe à Washington pensent que la relation transatlantique connaît des problèmes, mais que la plupart d'entre eux trouvent leur origine au début des années 90, avec l'effondrement de l'Union soviétique. L'hypothèse est qu'il existait autrefois un équilibre bipolaire qui avait du sens, qui assurait une stabilité mondiale plus ou moins durable, et qu'une fois ces limites disparues, les États-Unis ont perdu tout sens de la mesure et se sont mis à faire toutes sortes de choses absurdes. Pour ma part, je pense que la politique américaine après la guerre froide n'est qu'une extension de la logique déjà en place, et je crois qu'il est assez facile de le démontrer vu où nous en sommes arrivés. Après une période de triomphalisme, puis une tentative désespérée de trouver un nouvel ennemi et toutes sortes de mésaventures inutiles au Moyen-Orient, nous nous sommes retrouvés sous l'administration Biden avec une politique étrangère explicitement fondée sur une opposition mondiale entre le soi-disant ordre libéral et les autocraties, représentées principalement par la Russie et la Chine, les anciens adversaires de la guerre froide. En somme, la structure, le cadre de la politique étrangère des États-Unis n'avait pas du tout changé. Donc je pense que tout a mal tourné, non pas en 1991, mais en 1949 ou 1950. Et l'argument de l'essai est qu'il y avait trois problèmes fondamentaux liés aux origines de la relation transatlantique. Le premier est le pivot vers l'Europe, que je ne pense pas avoir été strictement nécessaire, et qui s'est fait au détriment de l'attention portée à l'hémisphère occidental qui était autrefois une priorité des États-Unis. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, avec la migration, la drogue, les cartels au Mexique et les mauvaises relations avec Cuba et le Venezuela, est le produit de ce virage au milieu du XXe siècle. Je pense qu'il est également important d'examiner le pivot vers l'Europe et la guerre froide qui en a découlé, car il y a maintenant des appels à se tourner vers l'Asie, la nouvelle région la plus riche du monde, ce qui, à mon avis, reproduirait certaines des mêmes erreurs, ou du moins conduirait à certains des mêmes problèmes.
mistakes, or at least lead to some of the same problems. The second issue with the original. Le deuxième problème de la relation transatlantique originelle résidait dans la militarisation de l'Alliance. L'impulsion initiale des États-Unis visait la reconstruction économique de l'Europe, considérée comme bénéfique à la fois sur le plan géopolitique et économique. Mais en fin de compte, l'intégration économique européenne est devenue un projet proprement européen, distinct de celui des États-Unis, ce qui a conduit à la création de l'Union européenne. Les Européens, cependant, désiraient ardemment une alliance militaire dirigée par les États-Unis. Et, fait intéressant, c'est la seule institution qui lie réellement l'Europe aux États-Unis. Que le cœur du plus grand empire du monde soit uniquement militaire n'est pas une nécessité. Le Royaume-Uni, par exemple, avait un Commonwealth. Is not necessary. Britain had a Commonwealth, for example, and now we see that there is a desire to. Et nous voyons maintenant une volonté de faire évoluer cette relation vers une base plus économique, ce qui, à mon avis, aurait dû se produire depuis longtemps. La relation transatlantique est par définition régionale, mais dès 1950, elle s'inscrivait déjà dans un cadre idéologique universaliste. L'OTAN et la relation transatlantique n'étaient que des éléments d'une politique étrangère plus vaste du monde libre. Et ce monde libre se définissait de manière négative, comme le monde non communiste. Ainsi, l'Occident, dans ce cadre plus large, a perdu toute forme de conscience positive de lui-même. Et nous pouvons voir où cela a conduit avec l'ordre libéral et l'état actuel de l'Occident. Il est totalement incertain de savoir ce qu'est l'Occident, ce qu'est l'ordre libéral, au-delà du simple rejet de l'agression russe. Oui, c'est ça. C'est ce qu'est l'Occident. On dirait que nous traversons une sorte de crise d'identité, ce qui était également évident lorsque J.D. Vance est venu à cette réunion sur la sécurité à Munich en février dernier. J'ai trouvé cela intéressant. Les Européens étaient assez contrariés qu'il critique son propre camp, l'Occident politique ou les Européens. Cependant, ils n'ont pas vraiment précisé en quoi il avait tort, en ce qui concerne le fait que l'Europe semble un peu perdre sa voix et devenir plus autoritaire. J'ai tout de même trouvé cet argument intéressant. Ce que vous appelez, eh bien, pas seulement vous, mais l'universalisme libéral, car c'est aussi un élément clé en Europe. Il semble que pour les Européens, étant si nombreux, afin de trouver une unité ou une position commune, il y ait une tendance à formuler toutes les politiques et idéologies de cette manière. Donc, si toutes les politiques sont présentées en termes de valeurs, le bien contre le mal ou le moral contre l'immoral, cela peut s'appliquer à tout, de l'élargissement de l'Humanbauer à la guerre. Alors, en réalité, ce que nous disons, c'est que certaines politiques sont morales et que la dissidence est immorale. Cela devient donc une manière de nous enfermer nous-mêmes. Mais j'ai trouvé intéressante votre perspective sur ce qu'on appelle le monde libre. Pourquoi est-ce un concept problématique pour vous? Pas seulement pour vous personnellement. Pourquoi est-ce un concept problématique? Désolé. Eh bien, c'est particulièrement problématique pour moi. J'écris un livre sur les origines et l'impact de l'idée du monde libre. Donc je me concentre sur ces problèmes depuis un certain temps. Mais, Je pense que c'est problématique non seulement parce qu'il s'agit d'une catégorie hautement morale et grossièrement simpliste, mais aussi parce qu'elle est à la fois universelle et négative. C'est une chose de fonder une politique sur des jugements ou des valeurs morales. Tout le monde le fait d'une manière ou d'une autre. Le réalisme est une façon de décrire le monde, mais ce n'est certainement pas une manière pour les sociétés de coexister avec d'autres. Mais lorsque vous réduisez la politique à une opposition mondiale entre deux blocs et que vous définissez le vôtre en opposition à l'autre, vous avez un problème. Le monde libre était le monde non communiste. Ce n'était pas l'Occident, ce n'était pas les démocraties, ce n'était pas le capitalisme. Il était défini explicitement comme le monde non communiste. Il avait donc une géographie très claire. On pouvait regarder la carte
et voir exactement où se trouvaient ses frontières. look at the map and define exactly where its borders were. On the other hand, it was totally unclear. D'un autre côté, il était totalement flou de savoir ce que le monde libre avait réellement en commun, en dehors de l'absence de communisme. Et cela a entraîné toutes sortes de problèmes dans la politique américaine. Cela a rendu nécessaire une politique mondiale de confinement négatif, car dès lors qu'on décide de diriger l'ensemble du monde libre, si le monde asservi s'immisce quelque part, il faut réagir. Ainsi, Acheson, en discutant avec des responsables du Pentagone, avait défini un périmètre de défense américain qui excluait la Corée. Mais lorsque les Nord-Coréens avancent de quelques mètres vers le sud, le monde libre doit être défendu, et c'est parti. Peu importaient les priorités stratégiques. Et cela s'est répété encore et encore. On pourrait dire jusqu'à l'Ukraine. Personne ne voulait défendre l'Ukraine lorsque seuls les militaires examinaient la carte. Mais dès que l'axe autocratique, le monde esclave, progresse, le monde libre doit réagir. Et encore une fois, je pense que cela décrit plus ou moins la politique américaine et occidentale, de la Corée à l'Ukraine. De plus, dès le départ, les responsables politiques américains se creusaient la tête pour savoir comment créer une cohésion idéologique. Ils étaient terriblement frustrés que les communistes semblent avoir un message cohérent, qu'ils savaient quoi dire et que tout cela était faux, mais qu'il y avait néanmoins quelque chose de cohérent qu'ils pouvaient expliquer aux autres à propos de leur propre but et de leur identité. L'Occident n'avait rien de tel, et il n'a cessé de chercher, de la fin des années 1940 jusqu'à l'effondrement du bloc communiste, un message unificateur. Et évidemment, il n'aurait jamais pu le trouver, car rien ne relie les Argentins aux Indonésiens, si ce n'est l'absence de communisme. L'incapacité à trouver une foi commune a alors nécessité une focalisation exagérée sur une menace extérieure présumée existentielle, car la seule source de cohésion interne était l'axiome selon lequel il existait une force extérieure si menaçante et si agressive que, à moins que nous ne nous unissions tous pour la combattre, nous serions engloutis par elle. Et encore une fois, on peut voir cela jusqu'à aujourd'hui, ou peut-être jusqu'à l'ère pré-Trump, avec l'accent mis sur la Chine et la Russie, et sur la manière dont elles étaient censées ne vouloir rien d'autre que détruire l'ordre libéral. Et l'ordre libéral était tout ce que la Russie et la Chine voulaient détruire. Alors, selon vous, comment l'idéologie, ou cette idée globale de démocratie libérale contre autoritarisme, devrait-elle s'intégrer à votre stratégie? Ou pensez-vous qu'elle ne devrait jouer aucun rôle? Je pense qu'il existe diverses possibilités pour donner un sens positif à tout cela, et qu'il faudrait probablement les ancrer dans une base réaliste et pragmatique. Donc, si l'idée, et je crois que c'est celle que je préférerais, est d'unifier l'ensemble de l'Occident en un grand bloc capable de rivaliser dans un monde de géants, alors il faut déterminer ce que signifie l'Occident. Et le problème, c'est que l'Occident s'est dissous lui-même au sein du monde libre et de l'ordre libéral. Le canon occidental a été supprimé des programmes universitaires. La chrétienté n'existe plus vraiment. Ce n'est donc pas une tâche facile d'expliquer ce qu'est l'Occident. Il est bien plus facile de revenir à une politique fondée sur la nation, car c'est ainsi que fonctionnent nos États. Nous élisons des dirigeants censés représenter nos intérêts. Donc c'est l'alternative évidente à l'universalisme libéral. Une manière claire de donner un objectif positif à une politique consiste à faire en sorte que chaque pays défende son propre intérêt national dans le système international. Encore une fois, je pense que cela reste en deçà de ce dont nous avons besoin, surtout en Europe. La Norvège pour les Norvégiens semble une bonne idée, mais si la Norvège est seule, elle est bien trop petite pour peser et finira par être la queue que quelqu'un d'autre agite.
Je pense donc que la première chose à faire est de définir l'Occident, non pas comme il l'a été depuis la guerre froide, c'est-à-dire un bloc s'opposant à la répression et à l'agression, ce qui n'est de toute façon plus qu'une illusion, mais comme une sorte de vaste bloc commercial et technologique qui doit agir de manière unifiée pour pouvoir rivaliser avec la Chine. Pas sur le plan militaire, mais plutôt en matière de technologie et de commerce. Et peut-être qu'une certaine cohérence idéologique pourrait émerger une fois que l'Occident se serait ainsi constitué politiquement et se serait reconnu comme une entité distincte et non plus simplement comme un élément d'un ordre libéral sans limite. Je pense que c'est très pertinent, comme vous l'avez dit, pour la crise actuelle que nous traversons, cette mentalité de bloc. Car si nous n'avons pas une conception commune ou claire de qui nous sommes, en dehors de ceux à qui nous nous opposons, alors on se retrouve dans cette politique de bloc du type « nous contre eux », où la surestimation des menaces devient toujours un problème majeur. On le voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, car à l'origine, les exigences de sécurité de la Russie n'étaient pas vraiment déraisonnables, dans le sens où elle ne voulait pas d'un bloc militaire hostile à ses frontières, avec l'infrastructure militaire qui l'accompagne. Mais à la place, nous avons maintenant cette incroyable inflation de la menace, où Poutine est présenté comme Hitler, et où la Russie ne chercherait pas seulement à détruire l'Ukraine, mais aussi à conquérir l'Europe. Autrement dit, il va marcher sur la Pologne. Et pourquoi ne pas aller ensuite jusqu'à Paris? C'est tout à fait absurde. Mais derrière toute cette rhétorique extrême, on retrouve la même hypothèse. Si nous ne faisons pas face dès maintenant à cette immense menace russe, totale et omniprésente, alors l'Amérique quittera l'Europe. C'est donc l'idée que si nous ne dramatisons pas la menace russe, l'Occident tel que nous le connaissons commencera à se dissoudre et à s'effondrer. Quiconque remet cela en question devient une menace. Ainsi, Trump, par exemple, est perçu comme une menace majeure parce qu'il a dit déjà en 2016 et 2017 que, vous savez, s'entendre avec la Russie n'est pas une mauvaise chose. Cela est devenu une remise en cause du cœur même de l'Occident. Car, eh bien, que sommes-nous si nous ne nous opposons pas à la Russie, à la Chine et aux autres? Je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est qu'en 2014, Henry Kissinger avait souligné qu'il était très inquiet de ce genre de rhétorique. Le fait que nous parlions désormais de vaincre la Russie. Il disait que si nous reconnaissions la Russie comme une grande puissance, alors l'objectif devait être d'harmoniser les intérêts fondamentaux. L'harmonisation ne signifie pas qu'ils doivent être identiques, mais que les différences puissent coexister. Mais comment voyez-vous une voie à suivre pour cela? Parce que nous nous sommes un peu beaucoup éloignés de ces idées. Nous parlons maintenant ouvertement de la nécessité de vaincre stratégiquement la Russie. Vous savez, des frappes à longue portée sur le territoire russe. Pourquoi ne pas y envoyer des troupes de l'OTAN? J'ai l'impression qu'ici, en Europe, nous sommes prêts pour la guerre. Comment l'Amérique peut-elle, selon vous, calmer le jeu? Parce que sur ce continent, les gens perdent plus ou moins la tête. Oui, je veux dire, il y a eu de nombreux hommes sages, Kissinger et Kennan parmi eux, qui ont mis en garde contre cette issue et proposé des alternatives qui semblaient assez évidentes. Le problème, c'est que tant que l'Occident a existé essentiellement comme l'ordre libéral, le monde libre, la confrontation, je pense, était probablement inévitable. Il n'y a aucune raison de conflit si l'on regarde simplement, encore une fois, la carte et les niveaux de menaces relatifs. Mais si l'on considère l'Union européenne, l'OTAN, l'ordre libéral comme quelque chose qui doit en fin de compte être universel, alors le fait qu'il ne puisse pas absorber la Russie, qu'il y ait des parties du voisinage de la Russie qui soient en fin de compte interdites, est destructeur pour toute l'idéologie sous-jacente.
that is destructive of the entire underpinning ideology. That is why it was impossible to shut NATO's open. C'est pourquoi il était impossible de fermer la porte ouverte de l'OTAN. Exactement. Il semble que rien n'aurait été plus simple que de dire « Personne ne veut de l'Ukraine dans l'OTAN. Nous n'allons pas intégrer l'Ukraine à l'OTAN. Pas besoin de guerre. » Mais il ne pouvait pas prononcer ces mots, car d'une certaine manière, cela allait à l'encontre de tout le projet. Et quand on entend ces Européens, comme tu dis, qui ont perdu la tête, parler du fait que la Russie représente une menace existentielle, cela paraît absurde, car il est évident qu'il n'y aura pas de chars russes à Berlin ou à Paris, encore moins à Londres. Et j'ai oublié qui c'était. J'ai récemment entendu quelqu'un en Grande-Bretagne dire que, à moins qu'il ne se serre la ceinture. Ils vont tous devoir apprendre le russe. Je veux dire, ça paraît complètement fou. Mais je pense qu'ils ont raison, ces élites libérales, de dire que leur version de l'Europe est mortellement menacée. Une fois qu'il devient clair que le monde existe réellement, qu'il est divisé en différentes zones politiques, que des sphères d'influence existent, qu'il y a des limites au libéralisme, alors leur ordre politique s'effondre. Et donc, quand on demande ce que nous devrions faire, je pense que les États-Unis essayent déjà de se retirer de tout cela. Le problème, c'est que Trump est arrivé en imaginant qu'il pouvait simplement tendre la main à Poutine, lui demander poliment d'arrêter et que tout serait réglé. Mais en ce qui concerne les Russes, toute promesse américaine est difficile à croire, car Trump pourrait n'être que transitoire, il est imprévisible, et nul ne sait ce qui viendra ensuite. Et l'Ukraine est évidemment une question d'une importance stratégique cruciale, juste à leurs frontières. Les Américains pensaient que la Russie pourrait accepter une sorte de retour dans le giron, que si les États-Unis proposaient à la Russie de sortir du froid, cela suffirait pour qu'elle renonce à ses intérêts périphériques mineurs en Ukraine. Alors que, comme vous le savez, pour la Russie, il ne s'agit pas d'intérêts périphériques mineurs, mais d'intérêts stratégiques absolument essentiels. Je pense donc que le principal obstacle, c'est l'Europe, et qu'il nous faudra peut-être attendre soit l'épuisement européen, soit un changement d'élite, ce qui semble probablement inévitable. La question est de savoir si War Ever Ford assez tôt. Probably inevitable. The question is whether it will come soon enough. Trump, à plusieurs reprises, a évoqué l'expansion de l'OTAN comme la cause de la guerre en Ukraine. Mais ces derniers mois, il ne semble pas capable de dire que l'OTAN ne s'étendra pas davantage, même si c'est la question fondamentale à l'origine du conflit. C'est assez extraordinaire. Pensez-vous que cela soit lié à son attachement persistant à la politique de la porte ouverte, qu'il ne peut pas la remettre en cause? Car lorsqu'il aborde les négociations aujourd'hui, il agit comme s'il lui suffisait de faire en sorte que les Russes et les Ukrainiens parviennent à un accord. Mais l'OTAN, c'est l'Amérique. Les Européens ne sont qu'un second rôle ici. Il a donc la possibilité de retirer ce principal obstacle de la table, mais on ne le voit pas vraiment le faire. Le considérez-vous encore attaché à cet ordre libéral internationaliste centré sur l'OTAN? Car il semble, pas exactement réticent. Il prend ses distances avec l'OTAN à certains égards. Mais pourquoi, selon vous, ne suit-il pas cette voie? Eh bien, une erreur que je pense que Trump commet, c'est qu'il est d'une certaine manière un réaliste à sa façon. Il traite en quelque sorte chaque État comme une entreprise à part entière et considère qu'ils sont tous, certes de taille différente, mais interchangeables à cet égard. Ainsi, il traite l'Inde et l'Allemagne selon la même logique, sans se rendre compte que l'Allemagne fait partie de l'Empire américain, alors que l'Inde n'en fait pas partie. Et je pense que c'est pour cela qu'on se retrouve avec cette approche américaine où les États-Unis, ou Trump, se positionnent comme médiateurs entre la Russie et l'Occident, ou entre la Russie et l'Ukraine, ce qui n'est évidemment pas la position qu'ils occupent réellement.
Il croit pouvoir utiliser une combinaison de carottes et de bâtons avec les deux parties. Tout d'abord, cela ne reconnaît pas que la Russie est en train de gagner la guerre et qu'elle a donc besoin d'une raison pour s'arrêter. Ce n'est pas une affaire symétrique. De plus, la Russie se situe en dehors du système américain, ce qui permet aux États-Unis de créer certaines conditions dans lesquelles la Russie doit exister. Ils peuvent infliger de la douleur, mais ils ne peuvent pas influencer directement la prise de décision. Je veux dire, la Russie peut subir des difficultés économiques bien plus importantes. Des missiles pourraient même frapper Moscou, mais ensuite, c'est à Poutine et à la population de décider comment réagir. Ils peuvent estimer que c'est trop et vouloir arrêter ou bien choisir d'escalader. Alors que l'Allemagne ou l'Ukraine, en revanche, doivent essentiellement obéir aux ordres de Washington. Des ordres que Washington, jusqu'à présent, a été réticent à donner, parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. Même s'il est clair, au fond, que Trump n'aime pas cette guerre, il l'a qualifiée de guerre stupide, affirmant qu'elle n'aurait jamais eu lieu s'il avait été au pouvoir. Il n'est pas particulièrement attaché à l'OTAN. Il n'est certainement pas un partisan de l'ordre libéral. Il ne voit aucune raison, je ne sais pas, d'étendre lui-même et l'OTAN jusqu'au Kazakhstan. Mais malgré tout, il ne semble pas comprendre ni vouloir exercer un contrôle évident sur ses propres appendices impériaux. Et cela, je pense, aiderait toutes les parties s'il était simplement un peu plus clair sur qui il pouvait contrôler. Oui, eh bien, j'aime cet aspect de votre article. La clarté est vraiment là. C'est pourquoi je me demande si l'administration Trump appelait le Stimson Center demain et demandait quel devrait être le nouvel ordre transatlantique. Parce qu'on ne veut pas de simples ajustements ou de changements progressifs. On veut, je suppose, une véritable réévaluation de la relation de l'Amérique avec l'Europe. Qu'est-ce que cela impliquerait exactement? Comment verriez-vous la relation idéale entre les États-Unis et l'Europe? Donc tout d'abord, je pense qu'il y a des personnes au sein de l'administration qui sympathisent avec cet argument. Nous avançons déjà dans cette direction. C'est juste que nous vivons une sorte de moment révolutionnaire, un changement de paradigme, sans parler du fait que l'homme au sommet est une figure puissante et charismatique en soi. Donc oui, il est difficile de tracer une voie parfaite à ce stade. Mais mon argument, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas uniquement d'une critique de notre situation actuelle, c'est que l'Occident pourrait en réalité se réorienter assez facilement s'il se concevait autrement. Il n'y a aucune raison pour que les États-Unis, le Portugal, la France et ainsi de suite fassent partie d'un bloc fondé entièrement sur l'opposition à la Russie. Il n'existe aucune menace russe pour aucun de ces pays. There is no Russian threat to any of those places. And even on Russia's immediate borders, the threat is... Et même aux frontières immédiates de la Russie, la menace est suffisamment gérable pour que si les Baltes et les Scandinaves, peut-être les Allemands, certainement les Polonais, s'en occupaient eux-mêmes, avec une aide américaine dans les domaines qu'ils ne peuvent pas gérer seuls, cela serait plus que suffisant. Mais cela n'aurait pas besoin de constituer la raison d'être de tout le bloc. Si l'Occident acceptait simplement de se reconnaître comme tel, et c'est, je crois plus ou moins le message de Vance à Munich, que la plus grande menace n'est ni la Chine ni la Russie, mais l'immigration, c'est une manière de dire qu'il faut d'abord prendre conscience de qui l'on est. Et une fois que c'est fait, si c'est fait, alors nous pourrons tous être dans le même bateau. L'Europe devrait se réindustrialiser, devenir forte, et cela constituerait alors la base de notre objectif commun pour l'avenir. Créer une force interne au sein d'un bloc uni par l'histoire, la culture et l'identité. Et ensuite, dans le monde plus large, l'Occident serait plus que compétitif parce que
Oui, il y a cet argument selon lequel, depuis, disons, la Révolution française ou la fondation des États-Unis, nous avons assisté à l'émergence d'États-nations libéraux où existe une contradiction interne, ou peut-être pas exactement une contradiction, dans laquelle le libéralisme et le conservatisme s'équilibrent mutuellement. L'État-nation repose sur une histoire, une langue, une culture, une tradition, une religion commune. Tout cela peut coexister. Et sur cette base, nous avons lié l'idéal libéral, ménager un espace pour l'individu. Il semble simplement qu'au cours des dernières décennies, le libéralisme se soit détaché de l'État-nation. Nous nous identifions désormais uniquement à travers ces références ambiguës à ce qui est censé être des idéaux libéraux. Mais on pourrait dire qu'aujourd'hui, l'Europe ne s'engage qu'envers le libéralisme et non envers l'État-nation. Et dans ce processus, le libéralisme lui-même semble adopter une forme très étrange, plus dure. Donc, votre point de vue serait alors de développer un Occident plus civilisationnel, fondé sur des idéaux plus conservateurs et, je suppose, soutenu par une plus grande souveraineté économique et technologique. Ou est-ce à peu près la voie à suivre? Oui, je pense que l'aspect civilisationnel est nécessaire simplement pour fournir une certaine cohérence idéologique. Et comme je l'ai déjà dit, il sera difficile de le recréer, étant donné tout ce qui a déjà été perdu, à cause du changement démographique évidemment, mais aussi d'un glissement d'identité, passant d'une base fondée sur la nation, la religion, la civilisation, à une base reposant sur ses prémices libérales. C'est une sorte de mondialisme du plus petit dénominateur commun, où les Occidentaux doivent se dissoudre ou s'effacer eux-mêmes pour s'intégrer. Mais je pense que s'il existe une construction d'un Occident géopolitique, un Occident économique, un bloc technologique correspondant à l'Occident, et si cela réussit plus ou moins, alors l'aspect culturel et civilisationnel pourrait revenir et contribuer à renforcer ce bloc. Je pense donc que l'État-nation serait moins important dans cette construction. Il faudrait que ce soit géopolitique, une sorte de structure de type Commonwealth impérial, et cela contiendrait beaucoup plus d'éléments nationaux que l'ordre libéral actuel, car l'ordre libéral actuel doit absolument détruire l'identité nationale pour fonctionner. Alors que cette construction impériale civilisationnelle plus vaste pourrait tout à fait tolérer des identités nationales à une échelle plus réduite en son sein. Mais celle-ci devrait s'articuler de manière cohérente à l'intérieur de cette plus grande amalgamation. Il ne s'agirait donc pas d'identité nationale mutuellement exclusives ou concurrentes. Je pense que si les États-Unis se retirent, ce sera probablement l'avenir de l'Europe. Une fragmentation en États-nations jaloux et compétitifs, ce qui, compte tenu de la taille des autres États du système actuel, les réduirait à des États totalement insignifiants. Eh bien, il semble que certains de ces partisans du post-nationalisme libéral ou mondialiste soient sur la défensive, car beaucoup de dirigeants européens, que ce soit Starmer, Macron ou Scholz, sont loin d'être populaires. Et il semble qu'ils fassent tout leur possible, en abandonnant toute apparence démocratique, pour retenir les flots de la démocratie. Oui, il y a un mécontentement qui cherche une correction, qui irait davantage, je suppose, dans la direction que vous évoquez. Donc, on pourrait dire qu'il y a une lueur d'espoir au bout du tunnel, à moins que vous ne partagiez pas mon optimisme. Eh bien, je suis d'accord que d'un côté, ces élites libérales en Europe restent puissantes, dictant la politique d'une manière totalement pathologique. D'un autre côté, elles sont illégitimes. Starmer, Macron et Scholz ont, je ne sais pas, des taux d'approbation historiquement bas. Donc si des élections ont lieu assez tôt, l'Europe pourrait basculer à 180 degrés du jour au lendemain. Je pense que si l'un de ces grands pays change de cap,
alors tous les autres suivront, et tout le continent se retournera et retrouvera la raison. Mais ces types sont encore au pouvoir. Ils sont conscients de leur faible niveau de soutien, pour le dire gentiment. Et cela, malheureusement, encourage un comportement toujours plus outrancier et provocateur parce qu'ils voient l'ensemble leur échapper. Ils doivent donc recourir à cette idée d'urgence permanente, une crise sans fin en Ukraine, la menace russe qui pourrait entraîner une agression engloutissant tout le continent. Je veux dire, plus ils deviennent désespérés, plus leur discours se fait excessif, et plus ils risquent d'essayer de semer le trouble dans une tentative désespérée d'empêcher la chute presque inévitable de leur projet et de leur propre perspective politique. Quand je vous ai présenté, j'aurais dû ajouter que vous êtes également l'animateur du podcast Trilogue du Stimson Center, où vous examinez la relation entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Ces grandes puissances ont une responsabilité particulière dans la gestion de la coopération et de la concurrence. Si vous parvenez à organiser ces trois grands acteurs, il est plus facile pour les autres de suivre. Mais étant donné que vous considérez la relation transatlantique comme étant sur une voie complètement erronée et nécessitant un changement fondamental, comment voyez-vous la relation entre les États-Unis, la Russie et la Chine? Devrait-elle reposer sur la Charte des Nations Unies ou devrions-nous revenir à un concert de l'Europe, enfin un concert des nations, je suppose? Comment envisageriez-vous les fondements de cette relation? Je remonterai au Moyen Âge, pardon. Oui, je remonterai au milieu du XXe siècle, mais pas jusqu'aux Nations Unies. Plutôt à l'idée des 4 policiers que Roosevelt avait défendus à un moment donné. Je pense que les Nations Unies, autant les garder pour l'instant, sont essentiellement inutiles. C'est un produit d'une autre époque. Sa composition et ses règles reflètent un moment différent. Et une réforme à l'échelle nécessaire serait pratiquement impossible. Donc, laissons-les, mais il ne faut certainement pas fonder un nouvel ordre mondial dessus. Mais je pense qu'une approche multipolaire, fondée sur des sphères d'influence et sur le concept des 4 policiers, et policiers, évidemment, compte tenu de l'idée du policier mondial américain, n'a rien de très séduisant. Mais si l'hypothèse est essentiellement que ces grandes puissances, ces centres de civilisation, portent la responsabilité principale de leur région, alors je pense que c'est un cadre très utile. Ainsi, encore une fois, un Occident élargi pourrait s'orienter vers la compétition avec la Chine. Je veux dire, la Chine fixerait la référence. Qui peut produire une intelligence artificielle à la pointe de la technologie et adoptée par la majorité des gens dans le monde? Avons-nous des industries compétitives? Avons-nous des ressources suffisantes pour rester à la pointe de la technologie et subvenir à nos besoins? Mais cela ne signifie pas que cela nécessiterait une confrontation directe. L'ancien modèle, évidemment, le faisait. Il y avait une ligne de démarcation entre le monde libre et le monde communiste. Et chaque fois que cette ligne menaçait de bouger, un affrontement, une guerre, éclatait immédiatement. C'était essentiellement un jeu à somme nulle. Donc je ne pense pas que nous puissions nécessairement entrer dans le monde gagnant-gagnant de la Chine, l'harmonie mondiale, tout cela, mais un monde de grandes puissances, responsables, gérant leur propre région et cherchant chacune à maximiser leur propre puissance, ne conduit pas forcément, je ne sais pas, à une bataille royale selon la loi de la jungle. Parce que je pense qu'il y a aussi une limite à ce que ces entités voudraient entreprendre. Si vous vous concentrez sur la maximisation de votre propre puissance interne, alors il y a un coût évident à l'expansion, à la tentative de s'immiscer dans les affaires d'autrui loin de votre propre base de pouvoir. Eh bien,
Historiquement, cependant, les États-Unis, chaque fois qu'ils entraient en guerre, avaient tendance à rejoindre les conflits, comme les deux guerres mondiales. Plus tard, lorsque les différentes parties s'étaient épuisées. L'objectif principal n'était pas d'obtenir une victoire totale pour un camp, mais plutôt de laisser derrière eux un équilibre des puissances. La crainte était que si trop de pouvoir se concentrait entre les mains d'un seul acteur, cela puisse représenter une menace pour les États-Unis. Après avoir établi cet équilibre des puissances, les États-Unis se retiraient ensuite quelque peu, car autrement leur présence physique aurait incité les autres à s'unir pour contrebalancer leur influence. Cela semble également avoir fait partie de la réflexion d'Eisenhower, puisqu'il avait déclaré que si nous n'étions pas sortis d'Europe dans la décennie, nous aurions échoué. Encore une fois, cela s'inscrivait dans les traditions des États-Unis. Mais en ne suivant pas cette logique, on peut constater que les choses se sont déroulées comme on pouvait s'y attendre. Si les États-Unis ont une présence excessive sur le continent eurasien, les grandes puissances commencent à trouver un terrain d'entente pour contrebalancer collectivement les États-Unis. Ainsi, les États-Unis finissent par épuiser leurs ressources et par rapprocher de grandes puissances. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais si c'est en opposition aux États-Unis, ce n'est évidemment pas positif. Sous l'administration Biden, nous avons clairement vu cela. En raison de la guerre par procuration en Ukraine, la Russie et la Chine se sont rapprochées. Mais maintenant, on peut aussi placer l'Iran dans cette catégorie. Je ne mettrai pas encore l'Inde dedans, car elle souhaite améliorer ses relations avec les États-Unis. Mais une partie de cette situation semble également avoir été gravement mal gérée. Du moins dans la mesure où l'Inde est prête à aller un peu plus loin dans le partenariat pour équilibrer les États-Unis, principalement sur le plan économique, mais pas en matière de sécurité. Elle ne s'oppose pas militairement aux États-Unis. Néanmoins, elle perçoit des défis ou des menaces communes venant des États-Unis. Quelle est la solution à cela? Je veux dire encore une fois, il n'est pas nécessaire de diviser ces puissances, mais il ne faut pas non plus les voir agir explicitement pour contrer les États-Unis. Eh bien, je pense que la solution consiste simplement à abandonner l'universalisme libéral, l'idée que l'histoire devrait s'achever et que le monde devrait refléter les valeurs américaines du pôle Nord au pôle Sud. Avec de telles hypothèses, on aboutit inévitablement à un globe à somme nulle, scindé en deux, où tout ce qui n'est pas absorbé par ce monstre mondial devient à son tour un monstre. On se retrouve alors avec des conflits sur toute la périphérie. Donc, je ne pense pas que la présence des États-Unis en Asie ou en Europe provoque nécessairement le type d'équilibre que nous observons aujourd'hui. C'est l'avancée constante dans ces régions qui en est la cause. Je veux dire, en Europe, les États-Unis, le bloc occidental, poussaient jusqu'en Ukraine. Où les confrontations sont-elles actuellement en cours ou peut-être à l'horizon? Taïwan, la mer de Chine méridionale et l'Ukraine. Ainsi, les États-Unis se heurtent directement à leurs deux adversaires et créent des adversaires au sein de leur propre bloc élargi. Le résultat, c'est une pression venant de tous les côtés, et il n'est pas surprenant que cela se soit transformé en une force imposante. Je pense que si les États-Unis se limitaient à un bloc occidental et précisaient que leur présence en Asie se restreint à leurs positions existantes, et peut-être même qu'ils se retirent un peu des plus avancés, alors la tension avec la Russie et la Chine diminuerait. Il est également possible que les États-Unis se replient simplement sur l'hémisphère occidental. Et je pense effectivement que l'administration actuelle suit deux voies en même temps. D'un côté, elle propose à l'Occident d'adhérer à ce bloc reformulé, mais elle lance aussi une sorte de défi. Elle ne dit pas « nous allons vous y entraîner de force ». C'est plutôt
Si vous persistez dans des conflits stériles avec la Russie, dans des politiques écologiques et migratoires qui désindustrialisent et déchirent le tissu de vos sociétés, si vous êtes un atout inutile, nous vous laisserons derrière. Pendant ce temps, nous allons renforcer notre position dans l'hémisphère nord jusqu'au canal de Panama. Et cela, évidemment, est en train de... Je ne dirais pas que ça se passe mal, mais qui sait vraiment comment ça fonctionne? Une guerre au Venezuela n'aiderait pas. Mais je pense que les États-Unis sont dans une position où ils pourraient abandonner l'Europe. Les enjeux sont donc bien plus élevés pour l'Europe, non pas parce que quelqu'un pourrait la conquérir ou parce que Poutine serait Hitler, mais parce que les États-Unis pourraient décider que l'Europe est inutile et la laisser se débrouiller seule. Dès lors, il est totalement incertain de savoir ce qu'il adviendra de l'Europe, car je ne crois pas une seconde à l'autonomie stratégique européenne. Ces pays sont trop équivalents en taille. Pour que les plus puissants s'accordent sur un cadre de sécurité commun, il faudrait en gros que quelqu'un les mette au pas. Oui, c'est les États-Unis. Eh bien, les États-Unis, malgré toutes les tensions dans la relation, ont toujours eu un effet pacificateur depuis la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, cette idée d'une Europe qui travaille ensemble, ce n'est pas un fait historique acquis, pas quelque chose sur lequel on peut simplement compter. Eh bien, cela ne s'est certainement jamais produit, sauf sous l'étreinte de l'oncle Sam. Tout à fait. Eh bien, si l'on voulait, je suppose, ramener les Européens à un peu de bon sens, abandonner une partie de ce militarisme insensé, et pour l'instant, ils semblent prêts à sacrifier leur propre société dans ce rêve de vaincre la Russie. D'accord. Mais il y a aussi un autre problème. La capacité des États-Unis à améliorer leurs relations bilatérales avec la Russie, ce qui est également une condition pour rétablir un certain équilibre des pouvoirs sur le continent eurasien. Tout dépend de la résolution de la guerre en Ukraine. Et c'est un peu ma dernière question. Comment cela peut-il être accompli? Parce qu'en ce moment, nous en sommes encore là. Je ne sais pas si ce ne sont que des paroles en l'air de la part de Trump. Mais on entend maintenant parler d'envoyer des Tomahawks, ce qui augmenterait considérablement les tensions entre les États-Unis et la Russie. Mais aussi, les Européens, chaque fois qu'ils voient un drone près d'un aéroport, concluent que c'est toujours la Russie, même s'ils découvrent plus tard que ce n'est pas le cas. Comme nous vérifions tous s'il n'y a pas de Russes sous nos lits avant de dormir, nous avons tendance à attiser de plus en plus l'hystérie. Résoudre la guerre en Ukraine est donc très important ici. Avez-vous de bonnes solutions du point de vue des États-Unis? Que peuvent-ils faire? Encore une fois, Trump vient frapper à votre porte. Je suis donc d'accord pour dire que l'Ukraine constitue le principal obstacle aux ajustements nécessaires. Mais je ne pense pas que cela signifie que nous devons commencer par résoudre le problème ukrainien. Jusqu'à présent, le problème a été cette focalisation excessive sur l'Ukraine, cette tentative désespérée de régler la question ukrainienne le plus rapidement possible avant de s'attaquer aux problèmes structurels plus vastes. Je pense qu'il faudrait procéder à l'inverse. Les États-Unis devraient chercher à reformater la relation transatlantique et à rétablir des relations constructives minimales avec la Russie. Cela permettrait ensuite d'ouvrir la voie à une résolution du problème ukrainien. Car encore une fois, il ne suffit pas que les États-Unis interviennent en disant « Nous voulons que la guerre en Ukraine cesse ». La Russie a certains objectifs stratégiques minimaux qu'elle doit atteindre. Et pendant les premiers mois de l'administration Trump, cela a été l'un des grands problèmes, ce genre de décalage entre les calendriers. Je pense qu'à présent, les États-Unis comprennent plus ou moins que cela prendra du temps.
Mais il reste de la frustration et de l'impatience, et ces menaces de fournir des Tomahawks en sont le reflet, une tentative d'accélérer les choses en exerçant une pression. Je pense donc que, surtout si la paix à Gaza se maintient, cela offrirait à Trump une victoire majeure et devrait lui permettre de réduire l'importance de la question ukrainienne. Je crois que cela aiderait énormément si nous cessions tous simplement de parler de l'Ukraine. Je veux dire, l'Europe peut cesser d'en parler, mais Trump peut aussi cesser d'en parler et simplement laisser le conflit se poursuivre encore un peu, le temps qu'un équilibre sur le champ de bataille se dessine. Parce qu'en ce moment, la discussion sur l'Ukraine et les idées pour résoudre ce conflit se déroule à un niveau métapolitique, du genre qui est dans quel camp, quel principe est en jeu. Alors que nous devrions peut-être détourner notre attention ailleurs, puis revenir et examiner réellement ce qui se passe sur le champ de bataille. Quel est le véritable équilibre des forces, et ensuite conclure un accord en conséquence. Pendant ce temps, nous devrions indiquer clairement aux Européens que, encore une fois, si vous voulez faire partie de ce bloc, et l'alternative est mauvaise, comme la fragmentation, ou une tentative de créer une autonomie européenne, ce qui est pratiquement impossible, ou de vous rallier aux Chinois ou à une autre option, alors nous nous concentrons désormais sur d'autres questions. Que la Russie n'est plus la force unificatrice unique. Alors allez-y et rétablissez les anciennes relations consulaires avec la Russie. Envoyez ExxonMobil dans l'Arctique. Vendez des milliards de dollars de Boeing à la Russie. Personne d'autre ne veut les acheter. Mais la Russie, oui, avec les Japonais et les Sud-Coréens qui réintègrent le marché automobile russe. Cela montrerait clairement aux Européens que l'approche pragmatique fondée sur l'intérêt national est réelle, car pour l'instant elle est surtout rhétorique. Et les Lettons et les Polonais viennent à Washington et transmettent un message différent et obtiennent juste assez de réponses pour penser qu'il est possible de ramener les États-Unis à l'ancien statu quo. Donc je pense, encore une fois, que l'ajustement de Trump à la politique américaine est en un sens clair, mais qui n'est pas encore assez concret pour convaincre les Européens qu'il n'y a pas d'autre choix que de s'y adapter. Je pense donc que si des mesures étaient prises dans cette direction, les Européens, même les Macron et les Merkel de ce monde, seraient contraints de s'adapter, et cela changerait le contexte dans lequel le conflit européen est perçu et rendrait le dénouement évident plus réalisable. Donc, pour résumer, l'Occident politique devrait se rappeler qui il est et cesser cette dépendance excessive à l'idée de devoir affronter l'épouvantail russe, ce fléau séculaire que nous avons connu sur le continent. Mais oui, où les gens peuvent-ils te trouver? Je trouve ton travail vraiment fascinant. Oui. Eh bien, merci. L'essai dont nous avons parlé au début est paru dans Foreign Affairs, intitulé The Fundamental, peut-être, non, Fatal Flaw. Même s'il y a de nombreux défauts, j'en ai décrit 3, mais The Fatal Flaw était le titre qu'ils ont choisi, à propos de la relation transatlantique ou quelque chose dans ce genre. Et puis il y a le podcast Trilogue, donc j'aimerais que votre public y jette un œil. J'y interroge des Russes, et des Chinois et d'autres membres du monde non occidental pour essayer de percer la bulle de Washington et amener mes collègues à comprendre qu'il y a un peu plus dans le monde que l'ordre libéral occidental. Donc, encore une fois, en cette période où nous essayons de passer de la guerre froide bipolaire et du monde unipolaire, c'est une ressource précieuse. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci.